Merci, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. J'ai une formation littéraire. Et la première chose qui m'a plu dans la vie, quand j'étais enfant, c'est de lire. Donc très rapidement, j'ai dévoré des bouquins, j'ai commencé à lire dès l'âge de 6 ans des livres, et puis à 10 ans, je lisais Edgar Allan Poe, je lisais Jean Rey, je lisais Jules Verne. Voilà, je dévorais ça mais comme un dingue, parce que c'était vraiment c'était le grand divertissement de mon époque. Et puis, évidemment, il y avait le cinéma, qui était d'autant plus attrayant que souvent, on allait au cinéma voir des adaptations de ces films-là. Je me souviens très bien quand je suis allé voir quelques-unes, les premières adaptations de Edgar Allan Poe par Roger Corman. Ça a été un moment incroyable. Le premier que j'ai vu, d'ailleurs, c'était Le Masque de la Mort Rouge. On s'était arrêté avec mes parents. Mes parents avaient un bateau et on remontait la côte comme ça, en bateau. Et on s'était arrêté dans un port qui était, je crois, Sainte-Maxime. Et au cinéma local, il passait Le Masque de la Mort Rouge de Roger Corman. Et j'ai supplié mes parents de me laisser aller. Et je suis allé voir Le Masque de la Mort Rouge le soir même. Et c'était incroyable. Je devais avoir 10-11 ans. Et j'ai vu Vincent Price je veux dire, dans les couleurs incroyables de Nicolas Roeg, le chef opérateur, dans ce film dément. Et ouais, pour moi, c'était ce que je recherchais dans la vie. C'était ma principale source de divertissement. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de jeux vidéo. Le jeu vidéo, pour nous, c'était l'arcade. Je veux dire, avec mes amis, on partait les samedis pluvieux à la salle d'arcade à Jean-les-Pins et on restait là toute l'après-midi à user des pièces de 50 centimes dans des jeux avec des périscopes ou des petits hors-bords dans lesquels on s'installait. Voilà, c'était ça le jeu vidéo. Avant que brusquement apparaissent les premières bécanes, les premiers PC et tout ça. Voilà, moi je suis tombé dans le jeu vidéo parce que voilà, sur un PC, on m'a fait jouer à Quake et le lendemain je suis allé acheter une PlayStation au magasin d'à côté et puis là c'était fini pour moi, quoi. Mais je ne regrette pas d'avoir eu une enfance qui était d'abord dédicacée dédiée à la littérature et au cinéma. Ouais, je comprends le dilemme qui peut exister chez certains adolescents aujourd'hui entre lire un bouquin et jouer à un jeu vidéo. Même si je pense profondément que les jeux vidéo sont plus faciles d'accès, mais ils ne sont pas plus stimulants intellectuellement que peut l'être un livre formidable ou un film formidable. Souvent, on fait cette comparaison que moi je trouve un peu idiote, qui est ah oui, les jeux vidéo c'est actif et puis un film c'est passif. Non, si le film est excitant, il sera extraordinairement actif intellectuellement. Et c'est pas parce qu'on bouge nos pouces sur le joypad que le jeu vidéo serait une activité formidable. Non, c'est simplement le stimuli intellectuel, cérébral que ça nous envoie, le plaisir qu'on a, qui en fait fait du jeu vidéo quelque chose qui est facile d'accès. Ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est plus facile d'entrer dans un jeu vidéo que d'entrer dans un bouquin ou dans un film complexe. Mais sinon, je pense que le plaisir est très très similaire en fait. La littérature, c'est vraiment un endroit où on actionne en fait des ressorts mythologiques et voilà. Maintenant, c'est des ressorts mythologiques, on les trouve maintenant dans la bande dessinée, spécialement dans le manga par exemple. Le manga est une forme de littérature parce que justement le côté épuré du dessin nous conduit à d'abord regarder l'histoire et à regarder le texte. Le manga, souvent les gens me disent ah mon fils il passe son temps à lire des mangas, mais je dis mais c'est très très bien parce que si tu voyais la complexité des histoires dans les mangas, ça n'a rien à voir avec la bande dessinée européenne, hein, qui d'abord, elle, est très bien faite, très stylisée, très jolie à contempler, mais souvent un peu creuse. Alors que les mangas, la puissance des scénarios dans les mangas est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est une forme de littérature, effectivement, avec des dessins assez simples, assez épurés, en noir et blanc. Mais c'est pour mieux ressentir le choc de l'histoire. Non, non, je pense que le manga... Et le manga est une grande mine de mythologie, grande mine pour revitaliser les mythologies. J'ai d'abord été attiré par des cultures étrangères. Et que quand on me demande de faire le pacte, j'aurais pu traiter le pacte comme un strict KPDP français,
voilà, un drame en costume. Et puis j'ai eu envie d'y inviter des formules qui nous ramènent en fait aux histoires de chevalerie asiatique. Et c'est ce qui a fait en fait le succès du pacte. C'est-à-dire, j'ai mis une grille de lecture sur l'histoire de la bête du Gévaudan, une grille de lecture qui est celle des Wuqiapian chinois, voilà, qui sont donc les contes de sabre des Chinois. Et brusquement, on se retrouve avec deux chevaliers fraternels, etc. L'un va mourir et ses pouvoirs vont passer dans le survivant et qui va. Oui, c'est surtout l'histoire d'un film qui s'appelle La Rage du Tigre, et qui est le film en fait auquel je pensais quand je réalisais le Pacte des loups. Bien sûr, c'est à ça que je pensais. Mais j'étais fasciné chaque jour que sur le tournage du Pacte des loups, qu'on me laisse faire ça, quoi. Qu'on me laisse faire ce film hybride, bizarre, etc. Mais ça a fait le côté unique du film et sa popularité. Je me définis un peu comme un réalisateur pop, en fait. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est la pop culture et comment elle évolue finalement à travers les âges, à travers les continents et tout ça. Et c'est vrai que l'hybridation est le principal ressort de la pop culture, c'est-à-dire la façon dont des influences s'invitent les unes les autres pour finalement créer quelque chose d'universel. Mais c'est vrai que bon, voilà, je me définis comme ça. C'est vrai que ça fait de moi un engin un peu bizarre à l'intérieur du cinéma français. Ouais. Pour moi, le cinéma, c'est un langage universel, et donc je me dois d'inviter des gens, même qui viennent de très loin, quoi. Et même certains dont je ne parle même pas le langage, puisque quand je travaillais avec Philippe Kwok, qui était le chorégraphe du Pacte des Loups, en fait, on ne se comprenait pas. Pour se comprendre, par exemple, quand il y avait quelque chose sur lequel je n'étais pas d'accord, je faisais aïe, parce que c'est une forme de négativité en chinois, et que voilà, et aïe, et sinon, si je aimais ça, je disais momentai. Momentai, ça veut dire pas de problème en cantonais. Donc il me montrait quelque chose, je faisais momentai, ou je faisais aïe, et là il comprenait que c'était pas bon. Mais je parlais pas, on se parlait pas, il parlait pas anglais, je parlais pas son langage. Mais ça n'a pas empêché d'être une collaboration absolument formidable, et on s'est bien amusé ensemble. Pablo, il travaille à l'intérieur d'une tradition qui, à mon avis, est vraiment formidable, qui est la tradition du cinéma fantastique espagnol. Voire même du thriller, puisqu'il a fait aussi des thrillers. La photo qu'il a faite pour Retour à Silent Hill n'a rien à voir avec aucune des photos qu'il a faites auparavant. Moi, j'avais rencontré Pablo parce que je l'avais recommandé à Pascal Laugier pour Saint-Ange, un film que j'avais coproduit. Et donc, j'avais dit à Pascal, regarde, je viens de voir un film qui s'appelle El Segundo Nombre, Paco Plaza. Et il y a un chef opérateur absolument extraordinaire sur ce truc. Je crois que c'est sa première ou deuxième photo. Et regarde, à mon avis, ça vaudrait le coup que tu l'engages. Et puis c'est vrai qu'on parlait beaucoup avec Pascal à cette époque du cinéma fantastique espagnol qui nous plaisait beaucoup. Et donc il a regardé La Segundo Nombre, il a beaucoup aimé. Et moi je me souvenais de Pablo, de ce grand bonhomme, très concentré sur le plateau, etc. Très, voilà, presque mutique. Vraiment à fond dans ce qu'il faisait. Et donc, oui, je l'ai appelé, et puis je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire Retour à Silent Hill? Il se trouve que son fils travaille dans l'industrie des jeux vidéo, et son fils lui a dit, ne rate surtout pas cette occasion. Et voilà, mais je pense que la photo qu'il a faite, elle est étonnante, très latine, en cela très différente de celle de Dan Losten, pour le premier Silent Hill. Et je trouve que par moments, il y a le côté que moi j'aime bien, c'est le côté bavard, et tout ça, cette espèce de baroquisme décomposé. Il y a la scène où James Sunderland poursuit la petite fille à travers les couloirs de l'hôpital, qui est vraiment un truc assez particulier quand même. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Retour à Silent Hill semble plutôt un nouvel épisode d'une saga Silent Hill, mais quand on le regarde, je pense que c'est un prototype aussi. Je pense que le film, en fait, n'a pas grand-chose à voir avec le premier film. Mais déjà, le jeu lui-même n'a pas grand-chose à voir avec la saga Silent Hill. Le jeu Silent Hill 2, que j'adapte avec le Retour à Silent Hill, est un jeu qui est en fait ce qu'on appelle un stand-alone,
c'est-à-dire un film à part. C'est une histoire qui commence et se boucle, etc. Et qui parfois même contredit un petit peu les règles de l'univers de Silent Hill, telles que du moins elles avaient été imposées par le premier jeu. Puisque dans le premier jeu, on comprenait que Silent Hill, c'était voilà, une ville qui existait sous différentes formes, dans des dimensions parallèles, mais c'était voilà, donné comme tel. Alors que dans le deuxième, il y a une très grosse nuance qui est que peut-être les mutations que subit la ville, c'est-à-dire ces transformations, sont en fait le fruit de l'esprit très fatigué, on va dire, du héros principal. Donc la dimension subjective qui était absente du premier fait en fait l'intérêt du deuxième opus, et qui est donc celui que j'ai adapté ici. Mes films sont très uniques finalement, chacun à leur façon. Mais là, je ne voulais pas me répéter, et je pensais que je ne me répéterais pas, tout en faisant un nouveau Silent Hill, spécifiquement parce que l'histoire du deuxième jeu est tellement étrange et tellement folle, et elle procède d'une exploration en fait de la psyché du personnage principal dans une espèce de spirale hallucinatoire qui pour certains pourrait rappeler un peu certaines expérimentations de David Lynch par exemple. Ça, c'était quelque chose auquel j'avais envie de me frotter, plus que de repartir à Silent Hill. Voilà. Le retour à Silent Hill du titre, c'est vrai, peut se lire à la fois comme le retour de James Sunderland, donc le héros du film, qui retourne à Silent Hill pour retrouver en fait sa femme, mais ça peut se lire aussi effectivement comme mon retour à Silent Hill. Mais ça ne l'est pas vraiment. C'est l'intérêt du jeu Silent Hill, c'est en fait son angle expérimental. Moi, c'est ce que personnellement je trouve étonnant. Et le fait que le deuxième Silent Hill se prête à peu près à toutes les interprétations possibles et imaginables. C'est-à-dire que le jeu est hyper cryptique en fait. Et sans doute d'ailleurs le film l'est peut-être sans doute moins que l'est le jeu. Mais le jeu en fait s'offre à toutes les interprétations possibles et imaginables, dans le cadre évidemment de cette histoire qui est à mon avis une réadaptation du mythe d'Orphée et d'Eurydice. Orphée étant dans la mythologie gréco-latine un musicien, un chanteur qui à un moment donné est obligé de descendre en enfer pour en ramener sa femme morte. I got a letter. The name on the envelope said Mary. Les passionnés sont forcément virulents, donc oui, et puis je dis bien, il y a un moment donné, pour moi, un des gros challenges, c'est que les gens devaient comprendre que c'était une adaptation non officielle, en fait, du jeu. D'abord parce que je pense qu'une adaptation officielle du jeu serait impossible. Totalement impossible. À moins de faire peut-être, je sais pas, une installation, une espèce de truc dans lequel on s'immerge pendant 12 heures d'affilée, où il ne se passe rien pendant des heures entières, etc. Oui, peut-être que ça pourrait marcher. Et je pense qu'un jour, peut-être, on arrivera à des adaptations de jeux vidéo qui soient comme des phases d'immersion. Mais en attendant, pour l'instant, en fait, le film est bâti sur un schéma traditionnel qui est d'un film de moins de 2 heures. Voilà, qui est censé avoir un début, un milieu et une fin. Et l'adaptation, après, pour moi, c'est... voilà, à partir du moment où j'identifie ce qui est le mythe universel à l'œuvre à l'intérieur de l'histoire, c'est-à-dire le mythe d'Orphée, à partir de là, pour moi, je pense que plein de gens, que ce soit ceux qui ont joué au jeu comme ceux qui n'y ont pas joué, vont s'apercevoir que c'est une histoire quelque part qu'ils connaissent. Que c'est une histoire qu'ils ont déjà croisée, sous des formes diverses, là, parce qu'il y a des adaptations d'Orphée à l'opéra. Monteverdi a fait un opéra célèbre d'Orphée. Mais là, évidemment, il y a le film de Jean Cocteau en 1951, qui est un classique du cinéma français. Voilà. Donc il y a des bandes dessinées qui ont travaillé le mythe d'Orphée, etc. Le mythe d'Orphée, ça fait partie des grands mythes, en fait. C'est comme La Belle et la Bête. Je veux dire, c'est des histoires immortelles, voilà, qui sont des schémas, en fait, qui sont des schémas qu'on retrouve dans des arts différents. Qu'on retrouve dans la peinture, qu'on retrouve dans l'opéra, qu'on retrouve dans la bande dessinée, qu'on retrouve maintenant dans les jeux vidéo. Mais je pense que c'est leur universalité et le fait que c'est des légendes qui sont immémoriales qui fait que, à mon avis, on peut y aller en se disant que, bon, évidemment, il y aura des gens qui ne connaissent pas le jeu, mais qui vont quand même s'y retrouver un peu quand même. I didn't mean to scare you.
I'm kind of lost. Lost? Non, j'ai eu autant de liberté dans le premier que dans le deuxième. Dans le premier, on m'a demandé de mettre Sean Bean parce que, en fait, j'avais une idée un peu bizarre qui était que l'univers de Silent Hill était un matriarcat, parce que c'était un endroit où il y avait des sorcières. Et donc, j'adore les sorcières, elles me font peur vraiment. C'est vraiment une des créatures qui me fait le plus peur du panthéon fantastique. Voilà, et j'avais imaginé qu'il n'y avait pas de personnage masculin. Bon. Et les gens de TriStar Sony m'avaient dit « Attends quand même, tu pourrais pas nous en mettre un ?» Et donc j'avais imaginé ce mari qui recherche sa femme et qui est bloqué, lui, dans la réalité. Et ça donne lieu à une scène qui est une de mes scènes favorites dans le film. C'est le moment où elle le croise et puis il sent son parfum. Et c'est une scène très Cocteau, d'ailleurs, très, très, très Orphée. Mais voilà, très romantique et très Orphée. Et j'aime bien cette scène et je pense qu'elle justifie à elle seule la présence du mari. Voilà. Et dans le deuxième, bon, l'épilogue, voilà, les gens de Konami m'ont demandé de faire cet épilogue qui n'était pas présent à l'origine dans mon script, mais bon, là aussi, je pense que le résultat fait que ça le légitime. Après, non, j'ai pas eu plus ou moins de liberté. Je me suis un peu plus battu sur celui-là. Sur le premier Silent Hill, je sortais du succès du Pacte des Loups et j'avais une espèce de sauf-conduit. Les gens pensaient que j'avais une martingale, quoi, parce que le Pacte des Loups, c'était un objet tellement zarbi et qui avait tellement marché que les gens se disaient ce mec, il a trouvé quelque chose, quoi. Il a trouvé une martingale. Donc on m'avait foutu une paix royale sur le premier, etc. Bon, il y avait des producteurs exécutifs qui trouvaient que mes idées étaient parfois un peu coûteuses, mais sinon, à part ça, il y avait pas j'ai pas rencontré de résistance. Sur le deuxième, j'ai rencontré pas mal de résistance. Parce que les gens n'avaient pas joué au jeu et donc essayaient de rationaliser quelque chose qui n'était pas toujours rationnel dans le film. Donc, et puis pour parler de Fulci, quand je me rappellerai toujours, quand on a fait la grande avant-première à Los Angeles du premier Silent Hill, il y avait parmi les spectateurs, il y avait Eli Roth, qui était donc qui est ami avec Roger Avary, qui était le scénariste du premier film. Et à la sortie, et là, il lui a envoyé un message en lui disant Lucio Fulci doit sourire dans sa tombe. Et ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai que Lucio Fulci est une de mes vraies sources d'inspiration pour Silent Hill, tout comme Clive Barker ou ce genre de personnage. Bon, voilà. Mais oui, c'est absolument le cas, parce que en fait, c'est vrai qu'on cite plus facilement Bava et Argento que Fulci, mais Fulci a développé des idées et des univers extrêmement bizarres, souvent avec des influences Lovecraftiennes, avec des trucs. Et par exemple, il utilise beaucoup l'idée des univers parallèles, des endroits où on peut se faire piéger, la fin de l'au-delà est célèbre pour ça, hein, brusquement ils deviennent, ils sont coincés dans une dimension qui est la mer éternelle, et ils deviennent aveugles, ils ont des yeux de pierre et tout ça. Je trouve que c'est très beau, c'est très poétique. À l'époque, les gens se moquaient beaucoup de ça. Et moi, personnellement, j'ai défendu Fulci dans les pages de l'Écran Fantastique, puisque à cette époque, je travaillais à l'Écran Fantastique. J'ai fait des articles très, très positifs sur Lucio Fulci. Et un jour, pendant le Festival du Rex, il était venu me remercier des articles que j'écrivais. Et il m'avait dit « Monsieur Gans, vous êtes un des rares à essayer de comprendre ce que j'essaye de faire ». Et ça m'avait vraiment touché. Puis j'avais revu Lucio comme ça, dans différents festivals et tout. C'était un monsieur que j'aimais énormément, et j'aime énormément ce qu'il a fait. Et il a fait un film que je trouve particulièrement étrange et qui est un peu Silent Hillesque quelque part. C'est La Maison près du cimetière. Parce que La Maison près du cimetière, on se rend compte qu'il y a si on vous passez par les tombes, vous surgissez dans des dimensions alternatives. Et c'est un film qui m'a toujours interpellé, c'est-à-dire interloqué et interpellé. Oui, il y a quelque chose chez Fulci qui est une inspiration. Alors, c'est vrai que c'est un réalisateur assez brut. Il n'a pas l'élégance graphique et esthétique de Bava ou de Argento, mais il a quelque chose, dans sa brutalité, il y a quelque chose d'assez étonnant. Et je trouve que c'est bien, il fait l'objet de beaucoup de reconsidération par la critique. Il y a des livres qui sortent sur lui et tout ça, et c'est bien parce que en fait, je pense qu'on n'a pas bien réfléchi sur Lucio Fulci. Il y a sans doute beaucoup de choses à apprendre chez lui. C'est un personnage, à mon sens, vraiment très intéressant à étudier, et peut-être que son cinéma recèle une forme de modernité qui est encore à travailler.
En tout cas, moi, j'accepte vraiment facilement la filiation. C'est bien qu'on reparle de lui, c'est bien qu'on se penche sur lui. Son cinéma n'a pas tout dit. En tout cas, il y a des choses encore à épuiser. Et moi, je suis très, très fan. Je suis très, très fan. J'adore son travail esthétique. D'ailleurs, dans la musique de Fabio Frizzi, il y a des choses que Akira Yamaoka a empruntées littéralement. Il y a plein de fois où j'écoute la musique d'Akira et je lui dis « Mais t'as pris ça à la Paura ?» Alors il me fait oui. Ah ouais, non mais ou les marches des zombies, des trucs comme ça. Je veux dire, par exemple, quand je fais la marche des infirmières dans le couloir, c'est vraiment un hommage à Fulci. Enfin, je veux dire, j'espère que ça se voit. Je veux dire, avec tout ce qui avance comme ça, c'est les morts, quand ils avancent dans l'hôpital de là, bah, de toute façon, je l'assume. C'est vraiment. Voilà, la scène des cafards, c'est très Fulcien, je veux dire, les trucs en dessous du sol qui courent et tout ça. Mais oui, j'ai vraiment, je le dis bien, j'ai énormément d'affection pour lui. Et il me manque beaucoup, en fait, parce que je le voyais souvent avant qu'il meure. Et il me manque beaucoup, ce type. Ow! Hey, wait! Damn it. Par exemple, les gens de Konami, la compagnie de développeurs qui a créé le jeu, ne m'a pas imposé quoi que ce soit, à part l'épilogue. L'épilogue du film est une idée, en fait, une proposition. Ce n'est pas un ordre, c'était une proposition de Konami. Konami m'a dit, est-ce que vous ne pourriez pas faire une fin moins déprimante? Parce que il faut savoir, c'est que j'ai dans mon film une des 4 fins qui existent dans le jeu, parce qu'il y a 4 fins différentes, et c'est sans doute la plus déprimante que j'ai portée à l'écran, parce que en fait, c'est celle sur laquelle je suis tombé la première fois que j'ai joué au jeu. Donc les gens de Konami, ils ont lu mon script et ils ont vu que ça finissait comme ça. Donc ils m'ont dit, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, si vous avez envie, évidemment, nous faire quelque chose d'un peu moins déprimant? Donc sur le coup, j'ai été choqué parce que je me suis dit, mais attends, c'est carrément les développeurs qui me demandent de trahir leur travail. Puis après, je me suis dit, non, en fait, on va être plus malin que ça. On va se mettre dans la peau du personnage et on va se demander qu'est-ce qui pourrait être le summum du romantisme chez ce personnage. Parce que c'est quand même l'histoire d'un type qui est fou d'amour au point de descendre en enfer. Dans l'enfer qu'il a lui-même créé en plus. Donc j'ai réfléchi et puis j'ai trouvé quelque chose, cet épilogue, qui est intéressant parce que finalement on se rend compte que s'il veut retrouver un jour son épouse, il faut qu'il assume sa propre démence, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très romantique et très lié à l'idée du romantisme noir tel que l'a développé Edgar Allan Poe dans ses contes, évidemment. Parce que pour moi, il y a quelque chose de très, très poïen à l'intérieur de Silent Hill 2. L'histoire de cet homme obsédé par une femme morte, etc. C'est vraiment un thème qu'on trouve dans plein de contes célèbres. Edgar Poe, évidemment La Maison Usher, mais également Bérénice, Ligia, etc. Donc, bon, pour moi, c'était assez clair, vu que la fondation de ma passion pour le fantastique, au niveau littéraire, ça a bien été Edgar Allan Poe. Now we can be together. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. La voiture dans l'eau, c'est bien la fin de Silent Hill 2. Et moi, quand je réalise Necronomicon, Silent Hill n'est même pas sorti. Il n'y a pas de jeu vidéo quand je réalise. On est en 93, il n'y a même pas la PlayStation, si je ne m'abuse. Voilà, donc je veux dire que c'est quand je suis en train de faire cette séquence donc sur le plateau que je me souviens que j'ai déjà fait cette scène. Mais je l'ai fait à une époque où il n'y avait pas la PlayStation. Et c'est l'explication de The Dawn. L'explication du personnage de Bruce Payne, qui est en fait un type qui a perdu sa femme lors d'un accident de voiture, et la voiture a plongé dans la mer. Ouais. Et j'ai fait cette scène. Et c'est assez curieux, c'est une sorte de hasard, et ça explique sans doute aussi mon attrait particulier pour l'histoire de Silent Hill 2, parce qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas des prémonitions, mais qui sont en fait des effets de concordance entre l'imagerie que développaient ces jeunes développeurs japonais à l'autre bout du monde, et moi, ce que j'étais en train de travailler de mon côté. Mais ce que je sais, c'est qu'ils n'avaient pas vu, Necronomicon quand ils ont fait, parce que je leur ai posé évidemment la question, mais non, ils n'avaient pas vu. Ils avaient vu beaucoup de films fantastiques, notamment les films de Lucio Fulci, qui sont aussi abondamment cités dans mon film, mais ils n'avaient pas vu Necronomicon.
Oui, de toute façon, oui, mais l'échelle de Jacob, évidemment, est le film séminal, littéralement, de Silent Hill 2. Hein. Voilà, ils ont construit, en fait, le film sur cette hypothèse que une histoire entière peut se créer à partir du dernier fragment, des dernières étincelles de lucidité de quelqu'un en train de mourir. Et ça, je crois que ça, c'est vraiment le truc. Et d'ailleurs, je pense aussi que toutes les allusions à l'art contemporain vient aussi du fait que Adrian Lyne avait créé ces monstres à partir des peintures de Francis Bacon et des trucs comme ça, et qu'il avait puisé dans l'art contemporain une idée pour renouveler en fait le bestiaire de monstres, etc. Donc quelque chose que je fais moi aussi alors abondamment dans le film, en essayant de justement trouver des équivalences entre les créatures et puis des choses que j'ai vues dans la photographie surréaliste ou des choses comme ça. Ouais. Mais oui, ça c'est absolument... et je pense que c'est très stimulant d'ailleurs, c'est très très stimulant qu'on invite comme ça des arts parallèles à venir nourrir le fantastique, quoi. Qu'on se retrouve pas simplement avec des, comme je dis toujours, des créatures pleines de dents. Parce que ça, c'est un truc, même s'il y en a certaines qui sont très réussies, à commencer par Alien, tu vois, mais c'est toujours l'idée, c'est que la créature qui fait peur, c'est une créature pleine de dents. Et voilà, ouais, comme Pennywise dans la série, ça commence à Derry. Bon, c'est vraiment une créature pleine de dents, quoi. J'ai une passion pour Robotine, une admiration, voire même une espèce de culte pour Robotine que partage mon vieil ami Tatopoulos. Patrick, pareil, en fait, la vocation lui est venue en voyant les films Robotine, en voyant The Thing. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'on en parle souvent. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Robotine parce que, en fait, je lui ai demandé de participer à un de mes films. Très gentiment, il m'a demandé de passer chez lui pour prendre un café. Et parce qu'en fait, il habitait dans les collines au-dessus de Los Angeles, et je trouvais que le bureau, était là. Et je suis allé rencontrer Robotine, et il m'a reçu chez lui, et j'ai découvert avec une surprise intense que l'homme était devenu agent immobilier et qu'il avait quitté le métier pour devenir agent immobilier. Et il vit dans une villa à peu près dénuée de meubles, une grande villa avec des grandes pièces, avec des parquets cirés. Enfin, du moins, il vivait là quand je suis allé le rencontrer. Et sur ces parquets cirés impeccables, il y a toutes ces créatures. Il y a Robocop dans un coin, il y a le poulpe de Un cri dans l'océan dans l'autre, etc. Et il y a The Thing, évidemment. Et, tout. Et je regardais ça et je voyais ces sculptures absolument extraordinaires, parce que c'est un sculpteur démentiel. Et le plus grand sculpteur qu'il y ait eu, je pense, dans l'histoire du maquillage spécial. Et je regardais ça et je me disais, Robotine est devenu agent immobilier. Quelle perte. Et il est toujours là, hein, il vit toujours. Et je pense qu'il y a plein de gens comme moi qui doivent l'appeler, lui dire hey, tu voudrais pas venir refaire un film? Et non, c'est fini. Voilà. Mais c'est comme ça. Et il y avait évidemment Darkness, le diable de Legend, qui est peut-être sa création la plus sublime. Ouais. J'essaie toujours de lâcher la bride. Je pense que tous mes films sont assez délurés en termes de découpage. Même La Belle et la Bête. La Belle et la Bête est un film assez cynoque, hein, quand on le regarde attentivement. Je veux dire, les scènes où elle traverse le miroir, ou des trucs comme ça, qui sont déjà des allusions à Cocteau et tout ça. Mais oui, en fait, pour moi, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour une chose, c'était John McTiernan, qui est un cinéaste pour moi, qui a atteint le firmament très vite avec des films comme Predator ou le Piège de cristal. John McTiernan m'avait dit on fait du cinéma pour atteindre ne serait-ce que quelques secondes l'intensité du rêve. Et j'ai trouvé que cette phrase m'est restée, cette phrase qu'il m'a dite, parce qu'elle est très vraie. En tout cas, elle s'applique parfaitement à ce que moi, je cherche à faire. C'est-à-dire que j'aimerais qu'à un moment donné dans mes films, que les gens les aiment ou pas, d'ailleurs, c'est pas tant le problème, mais qu'à un moment donné, ils se disent « Putain, ça ressemble vraiment à un cauchemar » ou un mauvais rêve, quoi. Ce que je suis en train de regarder, qu'il y a quelque chose qui est la façon dont on regarde les films en se disant, bon, ça c'est bricolé, ça a été recréé, il y a des gens qui ont fait ça. À un moment donné, ça s'efface pour ne laisser qu'un truc où tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, quoi. Et ça, c'est ce que j'essaye très consciemment de faire. Et sur Retour à Silent Hill, je pense que j'y suis allé à fond les manettes. Et c'est ça qui m'intéressait dans le projet. C'est-à-dire le moment, en fait, où on lâche prise. Et spécialement le troisième acte,
bon, qui ne va pas sans controverse. Hein. Il y a déjà des gens pour dire j'ai rien pigé, je comprends pas ce qui se passe, etc., etc. Mais je pense que le troisième acte, effectivement, brusquement, devient une espèce de bouleversement où on ne sait plus où on est, où l'espace, le temps, tout ça devient une espèce de capharnaüm cinglé, et on se rend compte que le type est prisonnier dans une boucle de sa propre démence. Et je pense que ça c'est un moment, voilà, qui sont les moments qui, moi, m'intéressent, c'est-à-dire auxquels j'ai envie de me frotter, quoi. Et des décrochages oniriques comme ça dans les films, il y en a énormément. Dans Le Pacte des loups, il y en a avec quand Samuel Le Bihan rêve que Monica Bellucci devient une succube. Je veux dire, pendant la nuit, ouais, voilà, des trucs comme ça, où brusquement tu regardes, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Même si ça peut agacer, je sais que ça agace certains voilà, de brusquement avoir ces effets de décrochage où on se retrouve dans un truc où tu te dis, mais bon, le réalisateur, il a un problème, quoi, il est complètement cinglé. Mais en même temps, moi, je sais que c'est ce qui me provoque mon adhésion à des films. C'est-à-dire que voir des films standardisés où je peux prédire chaque plan, où je peux prédire tout ce qui va arriver, franchement, ça ne m'intéresse pas. Mais non, après, je comprends qu'on puisse y trouver un certain confort, que c'est rassurant finalement de voir des choses où la normalité est totalement respectée à chaque seconde. Mais ce n'est pas ce que je cherche. Moi, je cherche des moments où on regarde ça en disant c'est un cauchemar éveillé, quoi. Je suis en train de regarder un truc. Voilà. Et les cauchemars ont leur propre logique, on le sait, une logique qui est freudienne ou jungienne, selon la façon dont on les analyse, mais c'est ça qui est intéressant. C'est le moment où on arrive, le cinéma devient quelque chose pour explorer la psyché des personnages, et la psyché du réalisateur, très certainement, en même temps. J'étais aidé par le fait que Samuel Hadida, qui était mon producteur, était aussi à la tête d'une structure qui s'appelle Metropolitan Film Export, et qui est donc un endroit qui diffuse très largement des films, disons des films à grand spectacle, comme Les Seigneurs des Anneaux ou Seven, mais également des films plus difficiles, voilà, plus spécifiques. Et c'est à travers cette structure que j'ai pu faire ça aussi. Samuel était un personnage hors du commun. C'était un personnage hors du commun, c'était une espèce d'ogre de type déchaîné, complètement fou. Je veux dire, qui était un producteur à l'ancienne, en fait. C'est un type qui était prêt à prendre les plus grands risques du monde pour faire les films qu'il avait envie de voir. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que travailler avec lui, ça te rendait chèvre. Tu devenais fou. Parce que le mec, il se comportait comme un enfant gâté. Mais il était génial. Et grâce à lui, c'est grâce à lui qu'existent des films aussi bizarres que Crying Freeman ou que Le Pacte des loups. C'est grâce à lui. Parce qu'il y a cru. Alors que, voilà, beaucoup d'autres auraient essayé de rationaliser ces films-là et sans doute n'y seraient pas allés. Mais Samuel était vraiment génial, absolument génial. Il ne le savait même pas vraiment lui-même, je dis bien, il était complètement agité par une idée du cinéma qui rejoignait en fait son enfance. Il se comportait, je dis bien, comme un gamin parce qu'il aimait le cinéma comme un gamin. Et c'est vrai que chaque jour sur le plateau, j'ai regretté qu'il ne soit pas là, quoi. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Merci, monsieur. Beaucoup.